Et ce soir, je vais vous parler d'une forme, à mon tour, d'expérimentation institutionnelle, mais d'une forme qui est plus si jeune maintenant. Et en le disant, ça me fait un peu violence parce que j'ai fait partie des mouvements jeunes à l'époque des années 2000 qui a fortement milité pour l'adoption d'une loi qui visait l'élimination des clauses de disparité de traitement dans les conventions collectives. Et malgré tout, cette loi, il y a eu des imperfections et les organisations syndicales et patronales ont pu continuer à négocier ce genre de dispositions dans les conventions collectives. Je vais évidemment parler de cette expérimentation institutionnelle qui a été, à mon sens, préjudiciable pour les travailleurs, surtout ceux qui étaient visés, mais aussi pour les organisations syndicales parce que quand on fait des enquêtes auprès de la relève syndicale, on se rend compte que ces clauses de disparité de traitement-là ont été une brèche importante au niveau de la solidarité dans les organisations syndicales. Un groupe s'est senti heurté, un groupe s'est senti traité injustement. Et les organisations syndicales, maintenant, après plusieurs années, doivent adresser cette question-là. Donc, c'est une vieille expérimentation institutionnelle, mais qui a des effets très contemporains parce que c'est maintenant qu'on les vit. Et évidemment, je vais vous parler d'une expérimentation institutionnelle qui a aussi, à mon sens, été préjudiciable pour les employeurs. Parce que pendant toutes ces années-là, on a probablement lancé un très mauvais message à la jeunesse, un message voulant que leur travail n'avait pas à être rémunéré ou compensé à la même hauteur que leurs prédécesseurs. Donc, les jeunes ont évidemment cultivé des stratégies bien différentes des anciens travailleurs, souvent la stratégie de sortie, manque de loyauté envers les entreprises, mobilité extrême sur le marché du travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, du moins au Québec, et j'imagine qu'ailleurs dans le monde, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on entende parler du fameux phénomène de la pénurie ou de la rareté de main-d'œuvre. Donc, voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je me la joue à l'ancienne. Je ne vous faisais pas fait de présentation PowerPoint parce que comme je traitais d'une vieille expérimentation, je me suis dit que je pouvais me permettre de la jouer un peu à l'ancienne. Donc, c'est quoi une clause de disparité de traitement? Dans différents pays, on se rend compte que ça peut prendre plusieurs couleurs, plusieurs formes, mais en Amérique du Nord, c'est, règle générale, ce à quoi ça fait référence, c'est à un traitement différencié de différents groupes de travailleurs en fonction, et ce traitement va être différencié en fonction de la date d'embauche. Donc, règle générale, on va avoir une négociation collective et on va décider de conserver les acquis ou maintenir les conditions de travail pour le groupe qui est actuellement à l'emploi dans l'organisation. Et pour les prochains ou les nouveaux arrivants, on va décider de les traiter d'une manière différente. La forme la plus ancienne de disparité de traitement porte évidemment sur les salaires. Donc, on a traditionnellement créé une échelle salariale moins avantageuse pour les nouveaux arrivants ou les futurs employés. Mais il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment ici au Québec, par Bernier, Vallée et Jobin, qui ont démontré que les clauses de disparité de traitement pouvaient porter sur de nombreux aspects qui n'étaient pas nécessairement facilement calculables ou pécuniairement. Donc, ça peut porter sur différentes formes de conditions de travail, que ce soit le calcul de l'ancienneté, tous les avantages sociaux, donc toutes les composantes de la rémunération globale. Bref, les disparités de traitement peuvent être multiformes et viser autant les salaires que les autres conditions de travail. Donc, pourquoi parler à l'heure actuelle des clauses de disparité de traitement? Pourquoi c'est encore un sujet d'actualité? Comme je vous disais, beaucoup de ces disparités de traitement-là ont été adoptées au début des années 2000 et même avant. Et ce qu'on se rend compte à l'heure actuelle, c'est que ceux qu'on appelait les orphelins à l'époque, parce que la façon un peu classique dont on a nommé les clauses de disparité de traitement, c'était les clauses orphelins. Donc, ceux qu'on visait par ces disparités-là, les orphelins, s'ils ont été pendant des années minoritaires dans les collectifs de salariés, dans les organisations syndicales, aujourd'hui, ils sont devenus majoritaires. Et aujourd'hui, les organisations syndicales n'ont pas le choix d'adresser la question parce que tous les travaux qu'on a faits avec ma collègue Mélanie Dufour-Poirier, on a rencontré 600 jeunes membres de syndicats et on leur demandait pourquoi les jeunes étaient absents des structures syndicales, pourquoi les jeunes avaient
étaient autant absents dans la vie syndicale, pourquoi ils ne s'investissaient pas. Et les clauses de disparité de traitement, ce n'était pas la cause numéro un. Je ne peux pas vous dire que c'est évidemment la seule réponse ou la seule piste d'explication, mais il n'y a pas un focus group qu'on a organisé où cette fameuse question-là des disparités de traitement, là où il y en avait d'adopter, n'a pas été soulevée. Pourquoi? Parce que ça soulève réellement une colère auprès des jeunes travailleurs. Ça soulève vraiment des questions sur la capacité des organisations syndicales à gérer l'équité et à bien représenter l'intérêt de l'ensemble des membres. Donc, est-ce que cette colère-là, c'est les jeunes, ça s'est transféré ou ça s'est transposé en une prise de parole dans les instances syndicales? Pas nécessairement. Et c'est là qu'il y a une problématique, à mon sens, parce que dans plusieurs cas, et c'est ce qu'on a appelé la fameuse patience dangereuse, il y a des jeunes qu'on a rencontrés qui nous ont dit « on va attendre le moment où on va être majoritaire, et quand ce moment-là va arriver, on va investir les structures et on va s'organiser pour qu'enfin nos intérêts soient représentés ». Donc, j'ai fait 4 études de cas sur le terrain pour essayer de mesurer ou d'analyser l'ampleur des effets des clauses de disparité de traitement. Et j'ai rencontré des exécutifs qui étaient souvent pas là au moment où ces clauses-là ont été adoptées dans les conventions collectives, mais il n'y a pas personne qui n'a pas peur à l'heure actuelle, à leur régime de prestations déterminées qu'ils ont conservé il y a 10 ans. Je vous garantis qu'ils ont peur du moment où les orphelins vont être majoritaires et qu'ils vont prendre les décisions de négociation collective. Et il y a un de ceux-là qui nous a dit « Moi, si j'étais le boss, je donnerais un ananas aux jeunes, un bonbon, pour qu'ils acceptent de nous débarrasser enfin du régime à prestations déterminées. » Donc, ça va nécessairement poser et organiser et susciter le débat dans les organisations syndicales. Donc, pourquoi ça a été implanté, ces clauses de disparité de traitement? C'était quoi le narratif, celui qu'on voit le plus? Bien, évidemment, c'est directement lié à toute la conjoncture économique qui était plus difficile. On a dû faire face à la musique, les pressions grandissantes sur les relations de travail, et c'est maintenant reconnu qu'on est dans une ère de concession ou de négociation ultra-concessive avec un rapport de force qui n'est pas nécessairement à l'avantage des organisations syndicales. Donc, dans cette mouvance-là, et l'employeur et les organisations syndicales ont eu à se poser la question « Comment faire face à la musique? Comment rencontrer les nouvelles exigences qui s'imposent aux organisations, aux entreprises? Comment réduire les coûts? » tout en s'assurant de maintenir quand même les conditions de travail des gens. Il y a eu différentes formes d'expérimentation qui ont été faites alors par les partis. La dualisation du marché du travail en était une de ces formes-là. On a créé un marché du travail primaire avec des gens qui ont conservé leurs avantages, un marché périphérique. Et dans d'autres cas, ça a été les clauses de disparité de traitement qui ont été la solution qui a été choisie par les partis. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, c'était une des façons de diminuer les coûts de manière substantielle en ne créant pas de remous. C'était une solution plutôt facile parce que, dans les faits, ceux qui allaient être visés, ce n'étaient pas des visages connus encore. C'est des gens qui n'étaient pas encore dans l'organisation, c'est des gens qui ne sont pas là. Et c'était le principal problème des organisations syndicales qui ont eu à négocier ces clauses de disparité de traitement-là. Donc, ce n'était jamais un plan A. Souvent, les disparités de traitement, ça a souvent été un plan B pour les organisations pour essayer de faire face à la musique. Mais dans les faits, ce que ça a créé, on a fait porter le poids des concessions salariales ou de la diminution des coûts sur le dos des prochains travailleurs qui allaient rentrer dans les milieux de travail. Un élément intéressant qui est ressorti des recherches, c'est que les entreprises en région ont eu plus de difficultés à imposer des clauses de disparité de traitement. Et la raison est très simple, parce qu'en région, du moins au Québec, le prochain qui va arriver, on le connaît, parce que c'est probablement le fils ou la fille de Jean-Guy, ou c'est probablement le neveu ou la nièce de Marcel qui va venir travailler à l'usine dans les prochaines années. Donc, cette conscientisation-là des travailleurs et du collectif salarié autour de la question qui doit porter le coût des concessions était plus difficile à faire passer dans les régions par rapport aux villes où c'est plus impersonnel dans les rapports. Donc ça, c'est un élément intéressant qui est ressorti des différentes études de cas que j'ai eu à faire. Donc, on a pris cette solution-là, souvent en étant très conscient
que ça allait être une solution qui est temporaire parce que ça n'allait pas régler tous les problèmes, que c'était probablement un plaster, un diachylon sur un problème qui est plus grave et qu'il faudra un jour ou l'autre gérer. Mais on a pris le pari qu'on l'essayait et on a instauré des clauses de disparité de traitement. Donc, ce qu'ils viennent faire, ces clauses-là, en fait, c'est qu'en plus de toutes les disparités qui existent maintenant entre les insiders et les outsiders sur le marché du travail, c'est qu'on vient précariser notre fameux marché du travail primaire et on vient mettre des outsiders à l'interne dans les organisations et dans l'unité syndicale, dans l'unité locale de négociation collective. Donc, les acteurs ont certainement réagi à un contexte de crise, ont certainement voulu adopter ces clauses de disparité de traitement-là pour minimiser les impacts négatifs, mais je vous dirais qu'à l'heure actuelle, les organisations sont prises et doivent gérer cette problématique-là. Comme je vous disais tantôt, du côté syndical, on a eu l'impression pendant des années d'avoir évité le pire. Hein, on a pu conserver des acquis, des conditions de travail dans les organisations. Par contre, à l'heure actuelle, on se retrouve avec un problème important au niveau de la mobilisation. Donc, toutes les enquêtes sur la mobilisation syndicale, la participation à la vie syndicale, on se questionne sur comment faire pour ramener les gens à participer dans nos organisations. Il va falloir adresser cette question-là. Malheureusement, et je dis malheureusement, il y a une loi qui a été adoptée il n'y a pas si longtemps au Québec qui va interdire les clauses de disparité de traitement sur les avantages sociaux, les régimes de retraite, mais les syndicats, ce qu'ils vont nous dire, c'est que c'est un peu, trop tard. Les régimes qui avaient à être transformés, les régimes de retraite qui avaient à être transformés ont été maintenant transformés. Et pourquoi je dis malheureusement que la loi est en place? Malheureusement parce qu'elle n'a pas obligé et elle n'oblige pas les acteurs qui avaient négocié des clauses de disparité de traitement antérieurement à les retirer ou à les transformer dans les conventions collectives. Donc, nécessairement, cette question-là devra faire partie des discussions au sein du collectif salarié dans les prochaines années. Pour l'employeur aussi, c'est une expérimentation institutionnelle qui a été préjudiciable. Je vous disais tantôt que les entreprises sont à la recherche de talents. On s'arrache les travailleurs spécialisés dans plusieurs régions et malheureusement, on a convaincu les jeunes travailleurs pendant de nombreuses années que les conditions de travail qu'ils méritaient n'étaient pas à la hauteur de ce que leurs prédécesseurs méritaient ou avaient reçu. Donc, encore une fois, cette question-là devra nécessairement faire partie des réflexions aussi du côté patronal parce que l'équité, ce n'est pas uniquement une affaire qui est syndicale. L'équité, c'est aussi une question qui doit, à mon sens, transcender les stratégies à la fois syndicales, mais aussi patronales. Donc, en somme, c'était une expérimentation institutionnelle qui a été faite par les acteurs pour répondre à un contexte de crise. C'était une expérimentation institutionnelle, les clauses de disparité de traitement, qui était une réponse, à mon sens, à courte vue pour répondre à un problème très ponctuel. Mais à long terme, on se rend compte qu'on est loin d'avoir réglé le problème. On est loin d'avoir adressé toutes les problématiques qui étaient derrière cet usage des clauses de disparité de traitement. Et il va falloir relancer le débat nécessairement sur l'engagement des organisations syndicales, mais aussi des employeurs, sur comment faire pour assurer l'équité, non pas juste entre les générations, mais pour l'ensemble des travailleurs. Donc, je vais m'arrêter là.